Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le dernier numéro de la saison culturelle où il sera question de littérature, de peinture, de cinéma et de Hirak, bien sûr. Encore une fois, très heureux de vous avoir ici même au sein du centre culturel Aïssa Saoudi qui nous a ouvert grand de ses portes également pour, encore une fois, cette autre aventure de Culture Club avant les grandes vacances. Je vous parlais de littérature. Et bien justement, notre première invitée n'est autre que Selma Hellel. Bonsoir. Pendant pratiquement une vingtaine d'années, vous avez dirigé les éditions Balzac avec Sofiane Hajjaj que nous saluons au passage. Alors nous reviendrons pour ce dernier vol de nuit sur les plumes émergentes, sur les parutions qui vous ont le plus marqué. Encore une fois, Selma Hellel, en tout cas pour une fois, nous n'aborderons pas le problème de l'édition et de la distribution avant de partir en vacances. Merci d'être avec nous, Selma Hellel. Autre invité, cette fois-ci, il nous parlera de littérature, de politique entre autres. Il a commis je ne sais combien d'ouvrages. Les moines de Tebheri, l'enlèvement, c'était lui. La mort de l'entomologiste, qui sera peut-être également adapté au cinéma, allez savoir. Mais aussi un autre ouvrage, Les pyramides d'Algérie. C'est notre deuxième invité qui n'est autre que Mohamed Belhi. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Mohamed Belhi. Écrivain, sociologue, journaliste. On n'oubliera pas non plus votre déclaration d'amour à votre ville, bien sûr. Biskra, sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. L'ouvrage ou l'événement culturel qui vous a le plus marqué, eh bien, vous allez nous en parler bien avant la fin de l'émission ce soir. Merci d'avoir fait une halte sur notre plateau. D'autres invités, d'autres discours, un autre regard également à travers la présence de notre troisième intervenant, troisième agitateur. Lui, c'est Mostafa Nedjaï. Bonsoir. Vous êtes aussi pluriel que Mohamed Belhi, hein. Vous êtes plasticien, vous êtes auteur. On vous doit plusieurs expositions, toujours d'actualité, entre autres Esh de l'Ar, bien sûr, faisant référence à Al-Hajj Mohamed Lanqa, le cardinal, le maître incontesté et incontestable. On vous doit également Armure, une autre exposition qui a fait couler beaucoup d'encre au niveau du musée d'art moderne et contemporain, bien sûr, d'Alger. Extorsion, bien sûr, vous adorez jouer, vous malaxez, vous flirtez, vous maltraitez les mots. Quel est réellement votre rapport justement au texte et à la littérature? Parce que des ouvrages, vous en avez aussi commis, avec l'étroite collaboration, faut-il le dire, d'un certain Abdelrahman Jelfaoui, de Nedjaï Nedjaï, une Odyssée, Memum Optimum, bien sûr, le regard de l'enfant sur le milieu de l'art. Vous avez suivi un enfant, votre neveu, si mes souvenirs sont bons, depuis ses premiers grabouillis jusqu'à l'édition de cet ouvrage chez Daliman Édition. Oui, une dizaine d'années, j'avais suivi, avec ça j'avais fait justement le livre. Et puis Ayred, aux origines du théâtre. Ouais. Merci d'être avec nous encore une fois, Mostafa Nedjaï. Merci à toi, Karim. Alors, lui aussi va revenir sur quelques événements qui ont marqué cette saison 2018-2019. C'est notre quatrième invité, qui n'est autre que Farid Benia. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Farid Benia. Donc, architecte, votre première passion, fonction, faut-il également le dire. Vous êtes poète, mais aussi vous dirigez ce grand espace qui nous a donné, qui nous a nourri pendant cette saison culturelle 2018-2019. C'est bien sûr votre galerie. L'événement qui vous a le plus marqué, comme par hasard, celui à qui nous avons consacré toute une émission il y a de cela quelques semaines, c'est l'Arbi Merhoum à travers 25 ans et des poussières, ses approches bien sûr architecturales, mais n'oublions pas son ouvrage qui sortira à partir du mois d'octobre chez Balzac Édition, comme par hasard, et qui a pour titre Palabre algéroise. Alors l'événement entre autres qui vous a marqué, ça a été l'exposition à Lima où pas moins de 244 ou 240 artistes, bien sûr, ont donné leur vision sur le monde arabe, le monde qui bouge à travers, bien sûr, toutes ces turbulences. Mais quand on parlait de Hirak, vous préférez parler de la révolution du sourire, ce qui a réellement donné naissance à une série de portraits que vous avez réalisés, Farid Benia. Tout à fait. Pour moi, c'était l'occasion de réaliser des dessins et être témoin d'une révolution que nous vivons au présent.
et sur laquelle nous reviendrons bien sûr avant la fin de l'émission. Quatrième invité, c'est Redouane Bouheled. Il est auteur, il est compositeur, il est également interprète. Il va nous parler et surtout partager avec nous ses coups de cœur. Redouane Bouheled, bonsoir. Bonsoir Karim. Vous avez votre micro s'il vous plaît. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui te remercie de l'invitation. Je ne vous ai pas invité seul, je vous ai invité celle qui est assise au milieu, c'est bien sûr votre compagne de route depuis de longues années. C'est Nora Kishou. Vous avez partagé je ne sais combien d'aventures avec elle. Hein. Tout à fait, des aventures plus musicales les unes que les autres, et puis très artistiques. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup son talent. Je trouve qu'elle est vraiment talentueuse. Mais impossible pour nous non plus de l'enfermer ou de lui donner un style en particulier. Elle nous échapperait presque. Non, c'est un oiseau et comme tout oiseau, elle a pour elle cette liberté de se poser à tous les arbres ou tous les troncs. C'est ce que nous allons les branches qu'elle faire. Voilà. Vous traversez, tels des oiseaux, des milliers de kilomètres pour proposer à nos téléspectateurs, encore une fois, un ultime, que dis-je, numéro ici, encore une fois, je le rappelle, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver en direct de l'espace culturel, avec Sam Saoudi de la radio. Nora Kishou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez accompagné je ne sais combien d'artistes d'ici, mais également d'ailleurs. Vous avez mis énormément de temps à réfléchir et à réaliser votre premier album. Premier single, oui. Premier single, mais l'album va bien sûr certainement venir. Qu'est-ce qui vous a fait donc justement prendre autant de temps, Nora Kishou? Mon entourage dit que je suis perfectionniste. Je le confirme. Et puis Redouane le sait, Farid Benya qui est à Benya côté de moi le sait aussi. Chaque fois je commence un boulot et puis il est inachevé, je le mets de côté, je dis c'est pas ça, Et ce soir, nous allons savourer, découvrir votre approche, votre voix merveilleuse, mielleuse, qui nous donnerait presque le vertige. Merci encore une fois d'être avec nous, Nora Kishou. N'oubliez pas, question-réaction, bien sûr, cultureclub@entv.dz pour ce dernier vol de nuit avant les grandes vacances. Rebonsoir, Selma Hallel, donc directrice des éditions Balzac avec Sofiane Hajash. 20 ans déjà, hein. La passion, mais également les turbulences, ma chère amie. 20 ans, 2020, j'ai regardé la dernière fois sur le registre de commerce, le 10 avril 2000. Oui. Voilà, donc le 10 avril 2020, on aura 20 ans. Déjà. Et en effet, joie et contrariété, épuisement et exaltation, on pourrait continuer sur les infinies variations comme ça, de l'alternance entre l'exaltation et parfois des moments de désespoir. Mais bon, aujourd'hui, on ne peut pas trop s'autoriser le désespoir parce que non, ce que nous sommes en train de vivre fait sens plus que jamais. Et c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, nous avons un regard peut-être un peu de côté. On ne peut pas s'empêcher de se dire que sans vouloir faire une relecture a posteriori et un peu opportuniste de notre métier, mais il me semble que en tant qu'éditeur, nous avons pu à notre manière contribuer en proposant notamment des romans qui exploraient l'imaginaire algérien. Je pense que nous avons d'une certaine manière contribué à de manière peut-être infime. Toujours dans la performance et l'exigence. Faut-il également le dire. Bon, ça c'est vous qui le dites, d'accord. Mais en tout cas, nous avons contribué, je pense, à éveiller certains esprits, en tout cas à élargir le spectre des voix qui disaient la fiction, qui pensaient aussi l'histoire de l'Algérie, qui exploraient l'Algérie, aussi bien en publiant donc des ouvrages de littérature, mais aussi des essais d'acteurs de la révolution algérienne, mais aussi des historiens tels que Malik Kahahel qui, par exemple, explore le mouvement de l'UDMA. Il me semble que à notre manière, nous avons contribué comme ça à donner à entendre une pluralité de voix, une pluralité d'univers et d'imaginaire qui aujourd'hui, parce que nous vivons une période extrêmement à la fois exaltante et en même temps déconcertante, parce qu'on ne s'y attendait pas, qui a en quelque sorte préparé, on va dire, certains esprits en tout cas, à cette ouverture et à ce débat. Et je me disais... véritable éveil.
Mais quand on dit éveil, on a l'impression que c'est un événement soudain. Non, mais il y a quand même 20 ans de silence, hein, entre parenthèses. C'est pour ça que j'ai employé le terme éveil. Oui, et qui, de fait, nous a tous ébranlés parce que tout le monde s'accorde à dire que personne ne s'attendait à cette. Et du coup, le tremblement de terre de 9 sur l'échelle de Richter. Et en même temps, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on réexplore certains des ouvrages que nous avons pu publier, je pense à des ouvrages comme celui de Mustafa Benfodil, Body Writing, je pense à l'ouvrage qui revient sur Octobre 88 et sur la décennie noire, je pense à Adel Meddi 94, la décennie noire. Et je pense également à Ammar Bourras dans son dernier ouvrage, qui revisite encore une fois cette Algérie tourmentée des années 90. Avec les photos, en effet, je me dis que ce sont des textes pleins d'une espèce de colère qui en fait, à leur manière, restituer les pulsations d'une colère en devenir. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et je pense en particulier au roman de Chawki Amari qui s'appelle Belek, qu'on a sorti en octobre dernier. C'est presque un avertissement. Bah, quand même, quand même, quand on relit ce texte, il met en scène une révolution orchestrée par la secte des Zahiroun qui s'en remettent au hasard. Il met en scène une révolution qui échoue, parce qu'elle s'en remet au hasard. Mais à la fin, il dit avec l'humour et la malice qui le caractérise, il dit que les adeptes de la secte, après l'échec de cette révolution, qui a lieu sans avoir lieu, qui avorte en quelque sorte à la place des martyrs, que les éléments de cette secte s'en vont, au fond, pas complètement accablés par cet échec, dans l'idée que ils participeront à une prochaine révolution. Et donc, je peux pas m'empêcher de faire une relecture en me disant, mais en fait, il avait senti, quoi. Ouais. Il met en scène une révolution qui échoue, mais en même temps, de manière extrêmement malicieuse, il laisse ouverte la porte en disant, mais oui, quelques-uns de ces éléments reviendront en temps voulu pour la provoquer, cette révolution. C'est de Chawki Amari, tout simplement, faut-il également le dire. Un agitateur. Agitateur, et en fait aussi, je pense, le propre de certains écrivains d'être, vous savez, ce qu'on appelle des sourciers ou des sismographes de la société. Je pense que plus que jamais aujourd'hui, des gens comme Adel Meddi, comme Benfodil, comme Chawki Amari jouent le rôle comme ça. Vous voyez, ces sourciers qui cherchent l'eau au fond de la terre et dont le bâton ou dont la montre va se mettre à trembler quand ils sentent l'épicentre de quelque chose. Et donc, voilà, je ne peux pas m'empêcher de me dire que la littérature abrite aussi et grosse en fait de ces changements-là. Une littérature toujours traversée par la violence, le doute et le questionnement, encore une fois. Salma Hallal. Pas forcément la violence, ou alors la violence qui va côtoyer aussi de grands éclats de rire. Je pense à Chawki Amari, mais je pense aussi quand on revisite l'histoire de la littérature algérienne, c'est aussi ça depuis l'indépendance. C'est beaucoup de... Oui, mais je pense que récemment, les auteurs s'autorisent un peu plus d'éclats de rire. Je pense à des gens comme Habib Ayoub. Oui, mais avec donc quelque chose qui est pensé comme genre. C'est-à-dire que c'est pensé par nos auteurs comme une posture littéraire où, pour parfois mieux parler de la violence, eh bien, on va l'aborder par le biais du sarcasme, de l'humour, voire du burlesque. Et quand je parle de burlesque, je pense aussi à quelqu'un comme Amin Zaoui, qui, à sa manière, va être dans quelque chose, la mise en scène tellement démesurée, tellement grotesque de ces personnages, que on fera passer des messages extrêmement engagés, on restituera une réalité extrêmement violente, comme par exemple Mustafa Benfodil dans Body Writing, où il revient sur Octobre 88, la brutalité inouïe de ce que ça a pu être, le traumatisme que ça a pu être. Mohamed Belhi aussi en a parlé. Mais aussi les années noires, il y a des scènes, mais à hurler de rire
et à rouler par terre de pleurs et de chagrin quand il met en scène les descentes de terroristes à Médéa, à Boufarik, qui est la ville où a habité Mustapha Ben Fodil pendant toutes ces années. Mais vous ne savez pas, vous êtes en permanence tiraillé entre l'envie d'éclater en sanglots et l'envie de pouffer de rire. Et là, vous me renvoyez vers un autre ouvrage édité il y a presque une vingtaine d'années chez Belzar Éditions, que je conseille ceux et celles qui viendraient de nous avoir sur ce plateau. C'est Maintenant, ils peuvent venir, hein, encore une fois, d'un autre auteur que vous avez... De Ares Remellel, l'un des premiers romans qu'on ait publié, qui est peut-être l'un des premiers romans, entre guillemets... Une analyse sociologique de la société algérienne. Il a réellement disséqué tel un chirurgien et nous la livre dans son... Comment dire, dans ses absurdités, dans sa violence et même dans ses intelligences. Oui. Avec peut-être justement à la différence de ce que j'évoquais, c'est-à-dire la coexistence du rire et des pleurs, dans le roman magnifique de Ares Remellel, une immense mélancolie, une terrible mélancolie qui plombe le cœur tout le long du roman. Ouais. Voilà, donc effectivement, après, ça dépend du parti pris de l'auteur. Comment pourrait-on réellement définir aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, ou doit-on la définir, cette jeune génération, ou cette génération d'auteurs et de journalistes? Parce qu'entre les deux, on peut plus, ils n'arrivent pas réellement à s'extirper. Journalistes, auteurs, témoins, reporters, on est dans tout ça, là, c'est la littérature du témoignage. Voilà, après, je pense qu'on revenir sur cette notion de génération, je ne saurais pas vous dire, parce que je pense que c'est un peu abusif de parler de génération. La qualifier, c'est l'enfermer, c'est... Et puis c'est aussi, comment dire, c'est aussi postuler qu'il y a quelque chose de massif, alors que c'est vrai que la production littéraire contemporaine algérienne est bouillonnante, mais voilà, il est encore un peu tôt, à mon avis, pour parler de stratification avec des générations, etc. Ce sont autant de singularités qui s'expriment et dont peut-être, même si à mon avis c'est un exercice un peu artificiel, mais dont peut-être la caractéristique commune est de tenter une énonciation singulière, c'est-à-dire de tenter une énonciation du jeu, où il y a donc une singularité, un jeu JE qui va tenter de s'exprimer et où on va essayer de prendre, d'explorer l'intimité d'un point de vue plutôt que refaire le destin d'une nation entière dans un texte peut-être avec un message un peu didactique, des explications. Il y a un retour à l'individu et à son infinie complexité. Je pense aussi que ce qui caractérise cette littérature, c'est la tentative de rendre compte de la complexité de ce que nous vivons et autrement dit de pouvoir faire, comment dire, d'explorer au plus profond les blessures du pays. On va prendre par exemple Octobre 88, on va prendre la décennie noire et d'essayer de montrer que rien n'est blanc, rien n'est noir, que rien n'est manichéen, que tout est dans le clair-obscur, dans le gris, et que donc on peut avoir des personnages. Je suis fascinée par l'idée que la littérature est la seule à pouvoir prendre en charge la question de personnages qui peuvent avoir politiquement tort, mais humainement raison. Des gens qui peuvent s'être fourvoyés sur le plan des choix politiques, mais dont on découvrira qu'ils ont, sur le plan humain, pu faire le bien, pu être dans le juste malgré leur option politique et l'idéologie qu'ils ont embrassée. Et vous savez... Là, en vous entendant, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une analyse des univers de Mustapha Nedjaï. Hein. Ben voilà, je pense que de toute façon, par définition, les artistes prennent en charge. Je dis que l'une des fonctions de la littérature, c'est de prendre ça en charge, mais pas du tout. Je pense que la peinture aussi, le cinéma, enfin tout espace de création. Et lui, il est réellement dans la dénonciation de l'absurdité. Oui, mais justement, peut-être que ce qui caractérise cette littérature qui s'exprime, c'est qu'elle s'est peut-être délivrée en fait de cette mission de dénonciation. Et qu'en fait, je crois très fort à la possibilité, au fait que la littérature peut
changer les choses, mais je crois qu'elle le peut quand elle renonce à vouloir changer les choses. Je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire quand elle renonce à s'attribuer une mission, une mission politique avec un message à délivrer, avec un combat à mener. Mais je crois très fort en une littérature qui, parce qu'elle aura été courageuse, parce qu'elle aura accepté d'aller dans les tréfonds de l'âme humaine et de pouvoir, et parce qu'elle aura mis en scène des personnages à la fois horribles et attachants, des personnages à la fois héroïques et lâches. Je crois que là, elle aura été extrêmement courageuse et que je crois que là, elle aura atteint une forme de vérité. Et qu'elle aura peut-être atteint une vérité que des messages explicites, des messages de dénonciation n'auront peut-être pas atteint. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, exactement. Et je pense en particulier, peut-être que je m'excuse d'être un peu longue, mais je pense en particulier à un roman d'un Espagnol, et c'est sciemment que je fais référence à ça, parce qu'Espagnol, je crois très fort qu'on a vécu des choses similaires, nos nations ont vécu des choses similaires. Javier Cercas, qui a écrit le prince, le monarque des ombres, pardon, le monarque des ombres, qui met en scène un personnage franquiste, un jeune homme de 18 ans, franquiste, qui a tout pour susciter notre répulsion, parce que vous vous dites qu'il a fait le mauvais choix politique, et qui va mourir quelques mois après s'être engagé donc, dans la guerre, en 1936, la guerre civile espagnole, et qui va mourir. Et l'auteur va faire une enquête sur la manière dont ce jeune homme a pu se laisser embarquer dans cette idéologie délétère nationaliste et fasciste, et il va découvrir qu'en fait, ce jeune homme s'est laissé abuser, que beaucoup de jeunes hommes ont été dans ce cas, et qu'enfin, au gré de à mesure que la guerre civile progresse, qu'il va déchanter, qu'il va se poser des questions, et qu'il va être fauché au champ d'honneur. Et comment vous dire, vous ressortez à la lecture de ce roman persuadé qu'en fait, vous n'arrivez pas à le haïr, alors qu'il a fait des choix haïssables. Ouais. Et je pense que c'est ça la grande force de la littérature. Là, vous me rappelez également l'un des premiers ouvrages de Yasmine Khadra, À quoi rêvent les loups. Oui. On tomberait presque amoureux de ce chef terroriste à la fin, beau comme un dieu, qui avait l'avenir devant lui et qui devient, bien sûr, je vous le disais à l'instant, donc chef terroriste en éliminant je ne sais combien d'Algériens. Un ouvrage à emporter en voyage, Salma Hallel, avant d'aborder d'autres questions et les vôtres sur cultureclub@1tv.dz pour ce dernier numéro de la saison. Alors très rapidement, eh bien, écoutez, c'est le dernier ouvrage que nous venons de publier qui est la traduction en fait par ce jeune et talentueux écrivain, poète et traducteur Salah Badis. La traduction donc par Salah Badis du remarquable roman d'Éric Vuillard qui s'appelle Congo. Éric Vuillard est un auteur français qui a reçu le Goncourt en 2017 pour un remarquable ouvrage qui s'appelle L'Ordre du jour. Mais en fait, toute son œuvre est à saluer. Il a écrit Tristesse de la terre, qui est un ouvrage sur les Indiens d'Amérique, d'une mélancolie infinie. Il a écrit donc ce livre Congo et en fait L'Ordre du jour qui met en scène la manière dont le nazisme va prendre racine en Europe. Et c'est une écriture, comment vous dire, c'est une écriture implacable, d'une sécheresse qui vous fait froid dans le dos, et ça vous montre comment les puissants de ce monde, à la fin du 19e siècle, comment l'Europe s'est partagée l'Afrique. Et c'est glaçant. Et cette traduction faite par Salah Badis, qui lui-même est un jeune homme habité par la littérature, qui est un lettré, qui lit la littérature du monde, aussi bien en français, en arabe qu'en anglais, cette traduction, voilà, on l'a voulu délibérément en bilingue parce qu'on veut que les gens, on essaye plus que jamais de proposer ce format-là pour forcer les gens à essayer de naviguer entre les deux langues, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est l'avenir en Algérie. C'est à travers le jeu de langue que la jouissance arrive. Je parle bien sûr de jouissance littéraire. Hein. Oui, la fameuse jouissance dont parlait Roland Barthes. Exactement ça. Merci beaucoup Salma Hallel. Merci de nous retrouver encore une fois ce soir en direct du Centre culturel Aïssa Messoudi. Encore une fois, un grand merci aux responsables qui nous ont ouvert grandes les portes. Mohamed Balhi, bonsoir.
Je le rappelle encore une fois, écrivain, sociologue, journaliste. Alors, littérature arabophone, francophone, amazirophone. Parlez-moi de cette moisson livresque 2018-2019. En quoi est-ce qu'elle vous parle? En quoi est-ce qu'elle vous interpelle? Merci Karim. Je vais ajouter quelques noms, si tu permets Selma, c'est par rapport aux noms que tu avais cités. Il y a entre autres les noms de Béchir Mefti, Saïd Khatibi, Qassimi. Il y a toute une génération d'écrivains qui écrivent en arabe, qui sont des fois très peu connus, parce que là, il faut aborder le problème de la critique littéraire, qui est pratiquement quasi absente dans les journaux. Et si bien qu'aujourd'hui, il y a des lecteurs arabophones, enfin des écrivains arabophones qui préfèrent même se faire éditer actuellement à l'étranger, parce qu'il y a les prix à Dubaï, Qatar. Il y a une attraction et les gens ont compris que donc il faut aller se faire éditer ailleurs. Nul n'est prophète en son pays. Voilà. Ouais. Alors pour les écrivains amazigophones, je pense que là il faut revenir un peu aux remarques qui ont été faites à un moment donné suite aux discussions que j'ai eues avec Hamid Bouhamib. C'est un universitaire, poète, écrivain. Il dit que, par exemple, pour cette génération d'écrivains, de jeunes écrivains talentueux, au demeurant amazigophones, qui n'ont pas de repères. Contrairement, par exemple, à l'écrivain arabophone ou francophone, par exemple, un écrivain francophone qui veut démarrer, lui, il a déjà des repères. Il a Djaoud, il a Mamri, il a Ben Faudel, il a Camus, il a Balzac. Yassine. Yassine, il a un panel d'écrivains qui peuvent lui servir de repère. Pour ce qui est de l'écrivain arabophone, là aussi, il n'y a pas de problème, puisque dès qu'il démarre, il y a Najib Mahfouz, Jamal Ritani, Ben Haddouga, Outar, pour ne citer que ces gens-là, Oui. Habib Seyh et autres, Wassini Large. Mais le problème qui se pose pour l'écrivain amazirophone, c'est qu'il n'a pas de repère. Et c'est la raison pour laquelle on est toujours dans le domaine du conte, y compris pour la terminologie quand il s'agit de trouver... On en est encore là aujourd'hui en 2019. Oui. Et c'est ça la difficulté pour... Et là, c'est un enfermement total et absolu. C'est pas un enfermement. Au contraire, ils sont en train de sortir de cet enfermement basé sur le conte et le récit. Mais ça fait une cinquantaine, une soixantaine d'années qu'on en parle aujourd'hui. Quand on parle de l'Afrique, on parle du griot, on parle du gouel, mais alors là, il faudrait aller au-delà de cela aujourd'hui. Oui, mais ça demandera du temps, parce que là, il faut avoir une terminologie, il faut avoir des références. Et je pense qu'il faut féliciter tous ces pionniers, ces précurseurs qui veulent faire de la littérature amazirophone. Ne pensez-vous pas qu'elle existe, mais qu'elle n'a malheureusement pas de visibilité ? Elle existe, elle commence à avoir une visibilité, notamment à travers le Grand Prix Assia Djebar du roman. Oui. Mais le problème est là, c'est qu'elle reste encore marginalisée. Elle reste encore marginalisée. Alors pour ce qui est marginalisée pour quelle raison, Mohamed Belhi? Pas une marginalisation sur le plan politique. D'abord, il y a on en a très souvent parlé pendant 50 ans. Je pense que ça y est, le problème est réglé avec le Tamazight. Mais le problème, c'est que l'accessibilité. Quand on écrit, un écrivain, il écrit d'abord... Vous dites réglé, mais aujourd'hui on entend autre chose. Oui, le paradoxe, c'est que même les écrivains mazigophones préfèrent écrire en français ou même en arabe. Mais la difficulté, elle est d'ordre structurel, pas politique, ni idéologique. Je pense que le problème a été réglé. Le problème, il est là, c'est trouver une esthétique, trouver une terminologie, trouver une valise de mots. C'est ça la difficulté. Voilà à peu près pour le problème de la littérature amazirophone. Maintenant, pour l'ouvrage un peu qui m'a emballé, je pense que, puisque là on est à l'occasion du 5 juillet de l'indépendance, c'est ce que disait Selma à propos de la remise en question de l'ordre colonial, il y a quelqu'un qui doit être enseigné dans les écoles, et je pense que c'est scandaleux qu'un ouvrage comme le journal d'un oublié de Moustapha Bekouche, qui est mort très jeune, à 25 ans. Mort très jeune, à 30 ans, le jour de son anniversaire. Tout à fait. En 1960, il est originaire de Batna. C'est un martyr, en même temps c'est un écrivain. Il était, disons, possédé par l'écriture. Il connaissait Spinoza, Éluard, Nietzsche. Il était habité par ces grands auteurs, voilà, c'est ce qui lui ont réellement permis de tenir. Voilà, on aurait eu un très grand écrivain, malheureusement, y compris son corps, on n'arrive pas encore à le retrouver.
1960, le jour de son anniversaire, en novembre 1960. L'homme sans sépulture. Alors, c'est le journal d'un oublié, édité aux éditions ANEP, et je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur et même d'Éducation doit accorder une importance particulière à cet écrivain. Alors vous me parliez de cela, mais également bien avant le début de l'émission, pour justement la préparation de cette émission, vous me parliez d'un autre auteur qui, à chaque fois qu'il a été d'actualité, des passages sur ce plateau, et nous aimerions par la même occasion saluer sa mémoire, c'est Nordine Saadi. Bien sûr. Alors je profite encore une fois de la présence de Selma. Je vais parler d'un roman qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est le... Boulevard de l'Abîme. Boulevard de l'Abîme de Nordine Saadi. En fin de compte, c'est l'aboutissement de tout un parcours. Oui. Nordine Saadi savait qu'il allait mourir parce qu'il avait un cancer. Et ce qui est terrible dans ce roman, qui répond aux critères de la littérature universelle. C'est quoi la littérature universelle? Ce sont des valeurs. C'est par rapport à la mort, par rapport à l'amour, par rapport à la justice, l'injustice. Ce sont ces valeurs-là qui font la grande littérature. Nordine Saadi fait partie de ces grands écrivains comme Mohamed Dib, Mamri, Mimouni, qui ont su coller à cette Algérie, mais avec en fouillant dans les tréfonds de l'imaginaire algérien, en croisant les récits, le passé et le présent. Et je pense que le boulevard de l'Abîme, surtout la fin, le dernier paragraphe, pratiquement, il parlait de sa propre mort. Tout à fait. C'est prémonitoire. Sa propre disparition. C'était prémonitoire. Et je pense que c'est un roman fabuleux qu'il faut lire et il marque. Habité par Constantine. Il nous l'a souvent presque imposé dans ses romans. Et comme vous le savez... Mais son rapport aux maisons, en particulier à la pierre. Là, il faut revenir à la topographie de Constantine qui a servi comme décor aux grands écrivains. L'ossature également. L'ossature, Katib Yassine, Malk Haddad, Tahar Outar. On ne peut pas imaginer une littérature, un imaginaire sans un endroit comme celui de Constantine. C'est pour ça que d'ailleurs le titre bien choisi, c'est le boulevard de l'Abîme. Il est fabuleux comme... Non, le dernier chapitre est le plus terrible, hein, quand on lit justement il raconte sa propre mort. Oui, un cimetière ouvert au vent. Tout à fait. Parce que lui, il voulait habiter dans un cimetière ouvert au vent. J'ai l'impression qu'il y a une forme de correspondance entre un de ses romans, La Maison de Lumière, je ne sais pas si vous l'avez lu, j'ai lu mais également Le Boulevard de l'Abîme. D'autant que je connaissais bien le personnage, ce roman-là, c'est l'aboutissement de tout un parcours. Et ce que je ne comprends pas, enfin, en mon temps, je comprends bien, parce qu'il y a encore un vrai problème, c'est qu'on ne médiatise pas certains auteurs. Des fois, il y a des auteurs qu'on médiatise, il y a une hyper-médiatisation de certains auteurs au détriment d'autres. Le cas de Nordine Saadi, qui n'a pas besoin d'air de médiatisation, puisque son œuvre parle pour lui. Mais je pense qu'il mérite beaucoup plus de présence dans les médias, même à titre posthume. Heureusement que le Grand Prix Djibar du roman l'a consacré comme grand écrivain. Alors je vais faire aussi le lien par rapport à, puisqu'on parle toujours de l'ordre colonial, la remise en question de l'ordre colonial. Le 2 juillet 1869, un certain Arthur Rimbaud avait consacré 75 vers en latin sur Jugurtha. Ouais. Et je pense qu'on va fêter... Ça s'appelle Rimbaud et l'Algérie. Voilà, on va fêter, ou bien on a fêté, je ne sais pas si on va fêter cela, c'est le 150e anniversaire de ce poème consacré à Jugurtha. Et dans ce poème, Rimbaud évoque ce fait national chez les Algériens. Alors que, puisque Selma là, nous a donc parlé du Congo, ouais. Là je fais un peu le parallèle avec le voyage au Congo d'André Gide. Gide, quand il a été au Congo, ne remet pas en question l'ordre colonial. Il remet en question les compagnies concessionnaires, c'est-à-dire, disons, une certaine forme de colonialisme. Mais il ne remet pas en question de Gide, d'autant que Gide, quand il était à Biskra en 1893, c'était beaucoup plus une certaine attraction vis-à-vis de la ville. Et s'il était là, on l'aurait mis en prison pour pédophilie. Mais là, c'est un autre débat. Gide, à son époque, a été un précurseur, un moderniste, un novateur. Il avait un peu quelque part révolutionné la littérature française et même universelle,
Mais sur le plan politique, sur le plan par rapport à l'Algérie, Gide était resté très conservateur, y compris quand il a été au Congo. Et on verra plus tard aussi, même avec un grand reporter comme Albert Londres, quand en 1929, juste après l'ouvrage de Gide au Congo, c'était en 1929, il avait consacré un grand reportage sur le Congo, transformé en ouvrage, c'est l'Ében, quelque chose comme ça. Là, il y a une remise en question de l'ordre colonial. Mais pas, je n'ai pas encore lu cet ouvrage. C'est déjà... Vous allez l'emmener dans vos bagages pour partir en voyage. Bien sûr que je vais le lire, puisque c'est un peu... Là aussi, je vais aborder une question. D'habitude, là c'est surtout à l'étranger, quand c'est l'été, les éditeurs consacrent des romans un peu plus légers. Ouais. Les romans de gare. Voilà. Pas nécessairement le roman de gare. En poche. C'est un peu en poche. Ouais. C'est un peu comme l'aberration quand au mois de septembre, il y a des journalistes algériens, des critiques algériens qui commencent à parler de rentrée littéraire. Il n'y a pas de rentrée littéraire. Baliverne. Voilà. Il ne faut pas qu'on fonctionne avec les critères établis par d'autres. Nous avons notre spécificité et je pense que le fait qu'il y ait déjà une littérature, la rentrée culturelle, elle est éclatée et je pense qu'il n'y a pas de rupture entre les générations. Chaque génération... Alors ça c'est tout un débat. Hein. Voilà. On l'a provoqué à même plusieurs reprises. Même si à un moment donné, il y a des écrivains, de jeunes écrivains, ça s'explique sur leur fébrilité, leur audace. Mais qu'est-ce que la jeune littérature? On a reçu des auteurs qui ont plus de 50 ans, qui ont commis leur premier ouvrage. Au début 90, non, nous, notre génération, n'a plus rien à voir avec la génération de Mamri et Katib Yassine. Moi, je pense que c'est injuste. Je pense que c'est injuste parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une rupture entre les générations. Chaque génération aide. C'est comme dans le domaine de la peinture. Quelqu'un aujourd'hui qui veut bouleverser le domaine de la peinture, il ne peut pas oublier Khaddam ou Issi Khem, c'est clair. Je pense qu'il y a... Cette filiation est... Voilà, la filiation elle est là, c'est cette richesse-là qui fait la littérature algérienne. Chaque génération, à un moment donné, par exemple, Djaoud, quand Djaoud aborde les questions liées à la quête de l'identité, il est dans la continuité, par exemple, de la colline oubliée, Mamri, etc. Y compris Katib Yassine. Même si les identités sont souvent meurtrières. Voilà, Bourboun, Boujedra, qui a été à un moment donné, il y avait une rupture avec la répudiation. Mais à partir de 90, il y a de jeunes auteurs qui voulaient... dépasser ce nous pour aller vers le jeu. C'est un peu l'intrusion du jeu dans le domaine de la littérature. Je pense que c'est une bonne chose parce que à travers le jeu, on aborde les questions sociétales. Problèmes de sexualité, problèmes de frustration, de bonheur. Un des derniers romans qui a été édité par l'ENAC, c'est de Selima Mimoun, le bal des mensonges, c'est ça. Un de ces romans. Ouais. Elle parle de la condition féminine. Je pense qu'il y a une ouverture intéressante, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'abord une rupture entre les générations et surtout c'est important, il ne faut pas qu'il y ait un cloisonnement linguistique. En tout cas... Parce que le cloisonnement linguistique mène à des ghettos, or la culture mène est contre les ghettos. Et c'est ce que nous avons... Si aujourd'hui, à la faveur de ce Hirak, il y a une plus grande attention à la culture, à la littérature, c'est justement pour qu'il y ait ces passerelles, d'abord entre communautés linguistiques, communautés arabophones, berbérophones, francophones, il faut qu'il y ait des passerelles, et maintenant il faut qu'il y ait des passerelles entre les générations, parce que sinon on va brûler nos vaisseaux, on va se donner l'illusion qu'on est novateur, mais on ne peut pas être novateur si on ne tient pas compte de ce qui a été fait par les autres. On a bien compris que votre ouvrage, pour ceux-celles qui viendraient justement de nous avoir, pour ce dernier vol de Nuit Culturelle, c'est celui de Nordine Saadi, donc Boulevard des Abîmes, paru aux éditions Balzac, est en vente chez les bons libraires. Et oublié aux éditions ANAP, je pense qu'il faut absolument le lire et surtout le recommander pour que les enfants puissent... Qu'ils soient enseignés. Enseignés à l'école, parce que c'est fondamental. N'oubliez pas, question, réaction, cultureclub@ntv.dz. Troisième intervention, troisième discours, troisième vision, celle de notre troisième invité. Mustapha Nedjaï, bonsoir. Vous avez un micro juste à côté. Un plaisir de vous avoir.
Vous lisez énormément, on le disait, vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages. On parlait de Memum Optimum, le témoignage de cet enfant dans le milieu de l'art. On parlait de votre collaboration avec Abdelrahman Jelfaoui de Neja et Neja, une odyssée. Je le rappelle encore une fois, Ayred aux origines du théâtre. Aujourd'hui, vous êtes déjà sur un ouvrage, art ou pas art, encore dans le questionnement. On est dans une forme de transgression. Qu'est-ce que la transgression, l'art par... Vous réglez, j'ai comme l'impression que vous réglez vos comptes, donc justement, à travers juste ce titre, Mostafa Nedjaï. Enfin, c'est un récit personnel, même si derrière, entre guillemets, c'est presque un essai, mais j'ai pas cette prétention. Réellement, c'est vraiment un récit personnel, et c'est pas un règlement de compte. Réellement, c'est... Vous dénoncez l'absurde, vous dénoncez plein de choses sur lesquelles nous reviendrons certainement à la rentrée. Bah oui, la transgression frivole, c'est un peu dans ce sens. Oui. Là, je parle de l'art contemporain. Oui. Mais réellement, quand on voit ce qui se passe chez nous maintenant, et en parlant de politique, de tout, bah, on est dans la même absurdité. Réellement, on voit des choses incroyables. Ça veut dire, c'est vraiment le... Je sais pas, il n'y a même pas de mots pour qualifier ce qui se passe chez nous, ce qu'on voit réellement. Mais vous avez donc justement eu ce besoin d'avoir cette distance pour rebondir et témoigner donc à travers ce récit sur 30 ans de création, Mostafa Nedjaï. Un peu plus de 40 ans même. Je ne suis pas aussi jeune que ça. Non, ça c'est ce qui se passe votre rapport au théâtre, votre rapport à la poésie, votre rapport à la philosophie, votre rapport au théâtre, au cinéma entre autres. N'oublions pas votre collaboration avec Liliane Lhachmi, à qui nous avions consacré toute une émission. Hein. Ben, c'est juste parler d'une expérience personnelle, le récit. Maintenant, par rapport à art ou pas art, c'est réellement ce qui se passe dans le monde de l'art. Et même si il y a eu une certaine censure, je parle en Europe, hein, même pas ici, parce qu'on est dans un autre champ. Ça veut dire il y a depuis les années 80, et là où il y a eu le plus grand boom un peu de l'art contemporain, quoique moi j'étais en Espagne et déjà il y avait de très 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 belles choses. Malheureusement, avec le temps, on est passé à autre chose, à ces transgressions, mais on est dans le spectaculaire, mais vide de sens, réellement. Quoi qu'il y a toujours... Pour cela, la transgression frivole. Voilà, c'est dans ce sens. Malheureusement, ça a été censuré. Il y a eu des auteurs déjà qui avaient écrit sur ça dans les années fin 80, 90, mais malheureusement, les médias et la censure, et ça, on parle en Europe, hein, pour vous dire à quel point... voilà. Mais malheureusement, mais heureusement, ces dernières années, il y a eu tellement d'auteurs qui ont écrit sur l'art contemporain. Et là, le vrai débat a commencé maintenant il y a une dizaine d'années. Plusieurs auteurs ont parlé de ce qui se passe dans l'art contemporain et toutes les manipulations et bien sûr le côté financier derrière et les gens qui sont derrière. Donc je parle de tout ça. Qu'en est-il réellement de cette réflexion justement des arts en Algérie? Est-ce qu'elle existe? La critique, est-ce qu'elle existe? Les maisons d'édition qui, elles, se consacrent donc justement aux beaux livres, est-ce qu'elles existent? Cette mémoire picturale de l'indépendance à aujourd'hui, est-ce qu'elles existent réellement aujourd'hui? Il y a réellement, nous avons un problème assez particulier avec la mémoire, la transmission, être dans cette forme de transmission aussi littéraire, poétique et picturale soit-elle. Nous avons un gros problème avec justement cette écriture de cette histoire. Est-ce que vous écrivez, est-ce que vous essayez de rétablir certaines vérités, c'est-à-dire les vôtres, ou est-ce que vous êtes dans une forme, je le disais, de transgression, mais surtout de dénonciation? Ce que j'essaie de faire, c'est réellement, je parle d'une expérience, de ce qui se passe dans le monde, et je rejoins pas mal de confrères qui ont écrit sur l'art contemporain, parce que c'est une réalité. On est en train de voir peut-être ce dernier bastion de liberté qui était l'art, malheureusement, actuellement, il vit aussi ce que vivent les autres des moments difficiles, formes d'expression. Voilà. Ouais. Non, ça veut dire que le domaine financier, on ne pensait pas que on arriverait à ça. Imagine-toi maintenant qu'il y a des milliardaires, c'est eux qui font des artistes ou les défendent aussi. C'est eux qui achètent, c'est eux qui augmentent les cotes. Maintenant, les prix sont arrivés à tel point que les musées n'arrivent même pas à acheter. Qui est-ce qui achète? C'est les mêmes collectionneurs et qui achètent pour les musées. Même les musées, ils ont perdu cette
cette qualité ou cette consécration pour les artistes parce qu'ils n'ont pas l'argent et d'autres le font pour eux. Et malheureusement, ils font rentrer aussi des gens dans des musées alors qu'ils n'ont pas cette... Le marché de l'art en Algérie, une réalité, une utopie? Il n'y a pas de marché de l'art. On peut parler d'un marché... L'ancien ministre de la Culture, Azdine Mehoubi, parlait de cette façon, disait qu'il fallait impérativement aujourd'hui créer un marché de l'art. Comment peut-on réellement créer un marché de l'art alors que les espaces d'exposition, donc d'expression, n'existent pas? On est dans l'absurde, hein. En Algérie, on est tout le temps dans l'absurde. Parler d'un marché de l'art quand on n'a rien fait pour. D'ailleurs, la notion de marché de l'art, il pensait créer un espace et faire des expositions et une vente. Quand on est dans un pays qui n'est même pas en train de constituer son patrimoine artistique, ça veut dire qu'il y a plus de 30 ans, nos musées n'achètent pas d'œuvres. Ouais. Il n'y a rien pour les artistes. Rien. Ça veut dire, là, je parle non d'institutions, réellement, les musées. Ça veut dire comment on peut constituer un patrimoine artistique si nos musées n'achètent pas à nos artistes. Hein. Je ne parle pas d'artistes étrangers, déjà rien qu'à nos artistes. Ouais. Et après, on parle de marché de l'art. Un marché de l'art, il n'y a même pas d'espace, il n'y a pas de galerie. Qu'est-ce qui vous fait encore créer aujourd'hui, presque 40 ans après, Mostafa Nedjaï? Moi, sincèrement, j'ai beaucoup d'espoir quand je vois ce que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire en l'espace de très peu de temps, cette liberté, entre guillemets, hein, parce que c'est un gros mot, la liberté. Mais je vois en l'espace de très peu de temps, comment avec ce peu de liberté, on retrouve la dignité, on retrouve ses repères, ses valeurs qu'on pensait déjà perdues. Ça veut dire, quand on est dans les marches, je vois ce qui se passe, je vous jure, c'est les meilleurs moments de ma vie. Rapprochez votre micro, on vous entend pas, oui. Ça veut dire que c'est des moments extraordinaires. De dire un truc il n'y a même pas 4 mois, on était totalement sur autre chose. Et maintenant, je vois une éclosion de créatrices, mais à tous les niveaux, au niveau de la photo, la vidéo, des montages. C'est quelque chose d'extraordinaire. Même des pancartes qu'on voit dans les marches, c'est le sens de l'humour, de la dérision, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors, vous parliez, Mohamed Belhi, très rapidement, avant de donner la parole à... Avant qu'on parle de marché de l'art, il faut aussi qu'on parle aussi, et j'espère qu'un jour on l'abordera, c'est que ce problème-là, c'est que c'est le vol de tableaux. Il y a des tableaux qui ont été volés. Des biens culturels pendant la décennie noire aussi. Non, bien après, avant. Non, voilà. On parlait de cette... Et je pense qu'il faut que l'État, les pouvoirs publics créent une commission d'enquête pour voir où sont partis ces tableaux-là. Ouais. C'est important, c'est le patrimoine des Algériens. Tout à fait. Mostafa Nedjaï, un dernier mot? Moi, quand je parle de ça, ça veut dire quand on parle de l'art en général, peut-être c'est le plus grand, l'oublié de toutes les formes d'expression. Quand je dis... Rapprochez votre micro. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de constituer un patrimoine. Ça veut dire si nos musées n'achètent pas des œuvres à ces artistes... Et nos institutions... Totalement. Ouais. S'il n'y a pas des espaces d'exposition, des vraies galeries, quand l'artiste, déjà, il est ici, chez lui, bloqué, quand il veut exposer à l'étranger, il y a des problèmes, il n'arrive même pas à sortir correctement, il lui faut une autorisation et il n'a pas le droit de vendre à l'étranger. Ça veut dire que l'artiste, il est complètement étouffé. Et après, on me parle de marché de l'art, voilà, en tout cas, vous le dites dans votre ouvrage Art pour art, la transgression frivole. Ouais. Nous en parlerons certainement à la rentrée, Mostafa Nedjaï. Voilà, n'oubliez pas question-réaction pour ce dernier vol de nuit de la saison culturelle, donc cultureclub@ontv.dz. On parlait de ce mouvement citoyen que certains ont appelé Hirak. Lui, par contre, lui a donné une autre appellation. Il a surnommé cela la révolution du sourire. C'est notre 4e invité. Farid Benia, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes pluriel, architecte, peintre, galeriste. Alors, parlez-moi justement de cette révolution du sourire à travers plusieurs actions. Vous avez créé plusieurs actions autour de cela, photographiques, picturales. Disons que j'ai participé à cette révolution sur 2 plans. D'abord en tant que citoyen, comme des millions d'Algériens qui sont descendus dans la rue. Et puis, du point de vue purement plastique, parce que je devais intervenir et m'exprimer selon mon art, donc le dessin. Et c'est comme ça que j'ai réalisé 17 dessins avec 2 vidéos. Il y a eu d'abord des photos, hein.
Et vous avez travaillé sur les photos? Voilà, je suis parti de photos qui m'ont inspiré, qui ont été captées dans la rue. À partir de ces photos, j'ai réalisé des dessins. De ces dessins, j'ai réalisé une vidéo avec des commentaires. Et voilà, donc ça m'a permis de communiquer mes impressions, mon graphisme. Et c'est vrai que le retour d'écoute a été intéressant. Il n'y avait point de violence et dans les discours, mais également dans l'approche des citoyens algériens dans la rue. C'est ce qui vous a réellement donné cette appellation-là, la révolution du sourire? Disons que moi j'ai été impressionné par une révélation. C'est le meilleur, c'est ce qu'on entendait souvent. La révélation, c'est que la jeunesse algérienne nous a appris une leçon, à savoir que en chacun de nous, en tant qu'être humain, nous avons un capital positif et un capital négatif. Et ça dépend de ce que notre environnement tire de nous-mêmes. Et je pense que, un peu comme un enfant, si on l'encourage, si on le galvanise, si on lui redonne confiance en lui-même, eh ben on va tirer le meilleur de lui-même. Par contre, si on l'humilie, si on le dénigre, si on le déresponsabilise, eh ben on tire le pire de lui-même. Donc pour moi, ça a été une grande leçon de l'être humain que nous sommes. C'est un peu la complexité dont parlait Selma tout à l'heure chez l'être humain. En fait, en nous est tapis tous les sentiments, sont tapis tous les sentiments. Donc, et je suis surpris que, avec ce côté pacifique, nous soyons passés du statut à l'échelle du monde, du statut de dernier de la classe au statut de premier de la classe. C'est-à-dire que... On voulait nous enfermer dans ce statut du dernier de la classe. Nous ne l'avons jamais été, sans chauvinisme disons que quelque part, parce que c'est une affaire d'éclairage, quelque part, dernier de la classe, compte tenu de l'image que nous avions de nos jeunes. Ils ne savent pas s'exprimer, ils ne prennent pas la responsabilité. Et pourtant, nous avons la preuve que depuis le 22 février, la jeunesse algérienne a décidé de prendre son destin en main parce qu'enfin, elle a retrouvé la confiance en elle-même. Et c'est tout un peuple qui l'a suivi derrière. Je peux vous dire que depuis 19 ans que j'anime ce débat, des jeunes nous en recevons, que ce soit dans le milieu de la littérature, de la peinture, de la poésie, de la musique. Ils sont bourrés de talent, ils n'ont envie que d'une seule chose, s'exprimer, donc avoir de la visibilité et que leur message soit compris. Tout simplement cela. Disons on ne leur a pas donné cette opportunité, cette chance de se faire entendre, tout simplement. Disons que tu l'as vécu dans tes émissions, mais ce qui importe, c'est la rue. Et enfin, la rue... Ils sont témoins de leur temps, de leur société. Hein. Voilà, donc la rue... Portés dans leurs œuvres plurielles. Hein. Voilà, je pense que le fait que les artistes, comme toutes les corporations, aient repris l'espace de la rue, les artistes se retrouvent au niveau des marches du Théâtre National, l'espace public a été investi, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Et la récupération du jeu et du lieu, comme en littérature. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour moi, la révélation, elle est là. Donc, une approche d'abord photographique, puis après, graphique. Graphique, et puis après, vous avez joué au réalisateur, vous avez réalisé des vidéos qui ont été vues des centaines et des centaines de fois, plus de 7000 fois sur la toile. Plus de 70 000 fois. Pardon ? Plus de 70 000 fois. 70 000 fois. Ouais. Voilà, donc vous lancez, vous approchez une autre carrière, Farid Benia ? Le réalisateur, j'essaie de fouiller dans l'art qui est le mien, à savoir le graphisme, et d'exprimer des émotions, des sentiments de mon vécu et de mon entourage. Et je pense que nous avons la chance de vivre une révolution où, en tant qu'artiste, en tant que citoyen, nous sommes témoins. Et ça, je pense que c'est une chance. Et pour ce dernier numéro, j'avais demandé bien sûr à tous nos invités de nous choisir un ouvrage ou un événement qui l'a marqué du moins pendant cette saison culturelle 2018-2019. Vous me parliez de l'exposition de l'Arbi Marhoum, à savoir 25 ans et des poussières, où il s'est réellement donné à voir à travers des projets réalisés, des projets qui ont été interdits, des projets qui lui ont été également refusés. C'est l'approche architecturale qui vous a le plus parlé?
Disons que l'Arbi Marhoum est un ami, mais je ne connaissais pas son œuvre. Et quand j'ai vu son exposition à la galerie Espaco, j'ai été impressionné par la quantité de projets qu'il a pu réaliser, où je découvre que non seulement il a été très créatif, mais que son architecture avait un sens et que il crée aussi des passerelles entre l'université et le monde professionnel. Donc je pense que il y a de la créativité, il y a du talent, il y a de l'humain, il y a de la générosité. Et il y a un livre que je conseille à ceux qui nous regardent ce soir, celui donc de l'Arbi Marhoum et de son alter ego, ça s'appelle Palabres algéroises. Ce sont deux architectes qui font et qui refont le monde. Donc c'est chez Balzac, je le rappelle, à partir du mois de septembre. Pourquoi vous me regardez comme ça, Salma Hallal? Vous avez votre micro. Voilà, c'est un livre qui est un dialogue rafraîchissant, extrêmement, qui met en scène aussi, je crois, la grande générosité, Monsieur Benya disait, et je pense la grande constance et le grand courage de ce garçon qui est l'Arbi Marhoum. Dans un métier qui... Un agitateur et un perturbateur. Dans un métier qui expose, je crois, quasiment au quotidien, plus que jamais, l'intéressé à des difficultés majeures pour la pratique d'un métier. Je pense que le métier d'architecte, aujourd'hui, est un métier extrêmement difficile en Algérie. Voilà. Ouais. Mohamed Balhi qui a envie de m'arracher le micro. Mohamed Balhi. Ce que disait Benyaya tout à l'heure, c'est que à propos de meilleurs de la classe, les meilleurs de la classe dans ce pays-là, à un moment donné, étaient gouvernés par des guignols, des cancres et par les derniers de la classe. Pour revenir à Marhoum, c'est vrai que c'est aussi un auteur à sa manière. C'est un auteur, et puis il lui arrive quelque part, il connaît un peu, il a connu ces dernières années un peu le sort de Fernand Pouillon à sa manière. Oui. Parce que voilà, Marhoum c'est un très grand créateur, mais en face de lui, il y a toute une bureaucratie, des gens qui n'ont rien à voir avec l'habitat, l'urbanisme et l'architecture. Il crée des remparts. Comme principe, on crée des passerelles avec les gens. Et un peu, il y a beaucoup de Marhoum comme... Et je peux vous dire qu'architecturalement parlant, c'est le fils légitime d'un certain Jean-Jacques Deluz, hein, à qui nous avons entre autres consacré des émissions pendant de longues années ici sur Canal Algérie. Et puis c'est un excellent auteur. Voilà, quand vous lisez Marhoum, c'est l'architecte écrivain à sa manière. Voilà un autre livre, bien sûr, mais que vous aurez à partir de la rentrée. Farid Benya. Oui, je voudrais parler aussi d'une exposition qui m'a séduite. Qui est Khaled Rochdi? Alors Khaled Rochdi est un peintre, un artiste en fait multiface, parce qu'il est peintre. Il est musicien, il est chanteur, il est sculpteur et il est poète. Pour vous dire qu'il a plusieurs arts à son arc. Et que pour moi, Khaled Rochdi, c'est la définition même de l'art, à savoir que c'est l'expression irrationnelle de la réalité. Il dessine des personnages, des femmes, un peu à la Modigliani, c'est-à-dire avec des coups allongés. Et il arrive à torturer, très inspiré par l'Afrique, à torturer ses corps, ses visages, à les déformer complètement. Et quelle magie il a à retomber sur ses pattes, c'est-à-dire avec une esthétique, avec un équilibre, avec une sensualité. Il serait presque en dialogue avec l'Arbi Marhoum qui construit et déconstruit les formes. Hein. Si vous avez choisi les deux, ça n'est pas réellement un hasard. C'est pas par hasard. Exactement ça. Nous allons dire bonsoir à notre quatrième invité, cinquième invité, que dis-je. Vous voulez lui donner le micro, s'il vous plaît? Il est justement à son niveau. Bonsoir, Redouane Bouhired. Bonsoir, Karim. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Merci. Pour ce dernier vol de nuit. Alors vous voulez nous parler de cet artiste qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir. C'est Noura Kishou, avec laquelle vous avez eu à confronter vos univers musicaux depuis de très longues années. Tout à fait. On s'est connus quand même en 94, 95. On a fait des études ensemble. Et avant de parler de Noura, en fait, je voudrais vraiment tirer une révérence aux jeunes artistes algériens, aux jeunes musiciens en fait algériens. Je parle pas maintenant des chanteurs, je parle des musiciens
qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas fait d'études et qui commencent à avoir un niveau de plus en plus sérieux, quoi. Et je parle de